Merci, Monsieur le Premier ministre. Très heureuse d'avoir ce dialogue, cet échange avec vous, ici, dans ce cadre de la Cité des débats. On va évoquer ensemble la marche du monde. On va parler de l'Occident, on va évidemment parler de la France, on va parler de ce monde en plein bouleversement. Vous y consacrez un ouvrage, L'heure du choix, aux éditions Talendier. Alors, ça ne va pas très bien. On a tous le sentiment que ça ne va pas très bien. Mais vous dites au début du livre que ce n'était pas forcément mieux avant. On sent qu'on est dans un moment de basculement avec nos repères qui sont un peu remis en cause. On peut être les uns ou les autres déstabilisés. Et la France, notre pays, que vous connaissez si bien, continue à aspirer à jouer un rôle historique. On l'a vu en début de semaine avec cette reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Une reconnaissance qu'il a replacée dans les valeurs que porte notre pays, à savoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Comment est-ce que vous avez ressenti cette séquence? Comment est-ce que vous l'avez vécue? Je voudrais d'abord remercier Monsieur le maire de Saint-Raphaël de ses mots de bienvenue. Remercier aussi les organisateurs de cette rencontre de m'avoir invité, de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. J'aurais aimé participer ou assister en tout cas à une partie de vos travaux cet après-midi, mais j'ai passé 2 heures sur la piste de l'aéroport d'Orly, bloqué dans l'avion, en attendant que le contrôle aérien de Nice puisse nous donner son feu vert. Voilà pourquoi j'arrive juste au début de cette rencontre. Oui, votre question me mène tout de suite à préciser une chose qui peut peut-être décevoir une partie de l'assistance. Je suis membre du Conseil constitutionnel et donc à ce titre, je suis astreint à un certain devoir, et même un devoir certain de réserve et de neutralité. Et donc je n'entrerai pas dans l'arène politique pour vous dire ce que je pense de Pierre-Paul Oujac. Et vous voyez ce que je mets derrière Pierre-Paul Oujac. Alors je ne veux pas éluder votre question qui est tout à fait importante et qui nous touche tous les uns et les autres. C'est un sujet extraordinairement difficile que celui de la situation au Proche-Orient. Et on est à peu près sûr, quand on essaye de prendre une position équilibrée, de mécontenter les deux côtés. C'est souvent le cas. Ça ne me dissuadera pas quand même d'essayer de prendre une position équilibrée, en commençant par dire que l'attaque du 7 octobre 2023 contre des villages israéliens est un acte d'une sauvagerie et d'une barbarie qui discrédite définitivement ceux qui l'ont perpétré, c'est-à-dire le Hamas. Donc là-dessus, il n'y a pas à délibérer, si je puis dire. Il était légitime qu'Israël réagisse pour défendre sa sécurité et son intégrité. Et vous savez que la diplomatie française, j'en ai été le chef à 2 reprises, a toujours été sur cette ligne. Nous sommes aux côtés d'Israël pour assurer non seulement son existence, mais aussi sa sécurité et son intégrité territoriale. Deuxième temps et deuxième observation, la réaction du gouvernement de M. Netanyahou a été disproportionnée. Et on assiste aujourd'hui à des massacres qui sont, hélas, en train d'abîmer l'image d'Israël sur la scène internationale et d'isoler de plus en plus ce pays. On l'a vu lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà. Si aujourd'hui, l'initiative, non seulement du président de la République, mais de beaucoup d'autres États, peut faire avancer la situation des 2 États, qui restent, en principe, je le dis bien, la seule solution pour rétablir la paix dans la région, tant mieux. Je dis en principe, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou refuse cette situation des 2 États et mène une politique qui la rend de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible, en particulier en Cisjordanie, et qu'en face, il est difficile de trouver des interlocuteurs crédibles. J'ai dit ce que je pensais du Hamas. L'autorité palestinienne est aussi extrêmement affaiblie. Donc, voilà. Donc on est dans le pur symbole. On est dans le pur symbole. Non, on n'est pas uniquement dans le symbole, je ne crois pas. Et puis parfois, les symboles en diplomatie et en politique, ça compte. Alors, un moment de basculement de l'histoire, marqué par une guerre sur le continent européen, le retour de la guerre en Europe, un retour des empires aussi, un lien transatlantique qui semble aujourd'hui un peu se déliter, remis en cause par le nouveau président américain. Quels mots vous viennent, vous, immédiatement à l'esprit pour qualifier ce temps, cette période qu'on est en train de vivre ?
Je crois que la première phrase de mon livre, enfin j'en suis sûr même, c'est « L'Europe, c'est la paix ». Oui. Les femmes et les hommes de ma génération ont souvent répété ce slogan. On n'y est plus. Ce qui me frappe quand je regarde l'état du monde, pardon de cette expression un peu ambitieuse, c'est l'extraordinaire bouleversement qu'il a connu en 30 ans. Je me reporte à novembre 1989. Je suis à Berlin, la nuit, avec quelques amis français, et nous sommes devant le mur de la honte, devant lequel j'avais quelque temps auparavant déposé une gerbe à la mémoire d'un Allemand de l'Est qui venait de se faire descendre par les Vaupeaux. Eh bien, le mur s'effondre. Nous franchissons Checkpoint Charlie sans qu'il y ait de contrôle. Nous arrivons du côté de Berlin-Est. Nous voyons des soldats dans le blizzard avec le visage radieux. On va parler. Ils nous disent « Demain, on va à l'Ouest librement ». Voilà. Et dans la foulée, quelques années plus tard, un célèbre auteur américain écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire ». C'est la victoire définitive de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Un des auteurs français écrit un livre qui s'appelle « La mondialisation heureuse ». Le multilatéralisme est à la mode. Et tous les budgets militaires en Europe sont coupés parce que les gouvernements touchent ce qu'on appelle les dividendes de la paix. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, changement total de paysage. Poutine décrète la mort du libéralisme et la décadence de l'Occident. Le multilatéralisme est complètement bloqué. Le protectionnisme revient en force dans les relations économiques et nous avons la guerre au cœur de l'Europe. Voilà ce basculement qui nous plonge les uns et les autres dans une espèce de désarroi face auquel il faut, je crois, et j'y reviendrai, raison garder. Il y a une deuxième chose qui me frappe aussi. Vous parliez de la France, c'est un certain déboussolement, j'emprunte cette expression à un auteur récent, de nos sociétés. À peu près tous les repères qui donnaient du sens à nos vies et cohésion à nos sociétés aujourd'hui sont fragilisés, pour ne pas dire effacés. La religion de nos pères, qui a été la religion chrétienne, qui a marqué le continent européen pendant des siècles, naturellement. La famille, le père, la mère et les enfants. Les 2/3 des, enfin pas tout à fait, le quart des familles françaises aujourd'hui sont des familles monoparentales. La différenciation sexuelle, qui laisse la place à l'indifférenciation du genre. Le travail lui-même, vis-à-vis duquel on n'a plus tout à fait la même relation. Le Covid est passé par là, ou la Covid avec le télétravail. Les DRH vous disent aujourd'hui que les jeunes préfèrent un CDD à un CDI parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager durablement. Voilà, je ne porte pas de jugement sur ces évolutions. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal, à chacun d'en juger. Je constate que ça nous tourne boule un petit peu, que ça nous déboussole. Voilà pourquoi aujourd'hui on est dans une société fragile et anxieuse. Alors on va parler de nos institutions, mais avant effectivement déboussoler, vous avez employé ce terme, perte de repères, peut-être angoisse aussi, devant une forme de montée des tensions qu'on sent un peu partout en fait dans le monde, et même sur notre continent, comme vous l'avez dit. Certains font un parallèle avec les années 30. On sent monter quelque chose et on ne sait pas vraiment trop comment réagir. Est-ce que ce parallèle-là vous semble judicieux ou pas du tout ? D'abord, vous m'aviez tendu la perche tout à l'heure, mais j'aime souvent dire à mes auditoires, souvent, en particulier les auditoires de jeunes, comme la population de Saint-Raphaël, comme monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure. Donc j'aime leur dire, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant. Le XXe siècle a été horrible. Oui. 2 guerres mondiales. La France a été saignée à blanc pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez les monuments aux morts dans tout le village. Ensuite, une épidémie de grippe espagnole qui a été bien plus terrible que la Covid et qui a décimé 1/3 de la population européenne. Et puis, si on regarde l'état du monde, le goulag, la révolution culturelle en Chine avec ses millions de morts, les génocides arméniens, rwandais, cambodgiens, la Shoah, le crime des crimes. Donc, ça n'a pas été un siècle paisible. Le nôtre ne l'est pas non plus. Mais face à une telle situation, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les bras ou on se bat ? Et c'est ça que j'ai voulu dire par mon titre, l'heure du choix. C'est l'heure du choix pour les Européens, c'est l'heure du choix pour les Français aussi.
Est-ce qu'on laisse notre démocratie petit à petit dériver ou est-ce qu'on réagit en la régénérant? Et nous, Européens, est-ce qu'on accepte de devenir les vassaux des grands empires qui nous entourent et qui ne nous veulent pas du bien? Ou est-ce qu'on choisit l'indépendance, c'est-à-dire la puissance? Voilà les deux questions que je me pose. Je voudrais d'emblée, enfin non, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, dire simplement que le dernier mot de mon livre, pour ne pas vous saper trop le moral quand même, le dernier mot de mon livre, c'est espérance. J'espère y revenir. Vous parlez d'une démocratie qui dérive. On sent un profond malaise de la démocratie représentative, en tout cas. Est-ce qu'elle est à bout de souffle à vos yeux? Qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut la revigorer? Elle est en crise, c'est évident. La démocratie représentative, il faut revenir sur le sens des mots. Un célèbre politologue qui avait distingué il y a quelques années la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. La démocratie d'autorisation, je vote pour vous, les élus, le maire, le député, et je vous donne le pouvoir de décider à ma place pendant la durée de votre mandat. Et puis, c'est la démocratie représentative. Je suis représenté par mes élus. Et puis, à côté de ça, il y a la démocratie d'exercice où de plus en plus les citoyens n'ont pas envie d'être dépossédés de leur pouvoir de décision pendant 6 ans pour une élection municipale ou 5 ans pour une élection législative. Et voilà ce qui explique peut-être aujourd'hui la crise de notre démocratie, parce qu'elle est en crise. Les symptômes, on les voit. L'abstention. Depuis 10 ou 20 ans, la participation aux élections ne cesse de baisser. Il y a eu un petit regain l'année dernière, ou en 2024, oui, c'était l'année dernière, mais sur la tendance longue est tout à fait confirmée. Pourquoi? Parce que les citoyens considèrent que ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et donc on s'abstient. Ensuite, les grands partis politiques qui ont alterné au pouvoir, à droite et à gauche, pendant quelques décennies, eux aussi sont en crise. Et n'incarne plus d'alternance possible aux yeux des électeurs. Et enfin, les hommes et les femmes politiques ont une réputation de plus en plus détestable. Quand vous regardez les sondages, nous, parce que je m'y mets, même si j'ai arrêté, nous sommes menteurs, impuissants et tous pourris. Voilà. Alors essayez de convaincre avec ça des jeunes gens et des jeunes filles de 25 ans de s'engager en politique. Voilà le diagnostic un peu sévère. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est votre question. Une envie de démocratie directe. Qu'est-ce qu'on fait? On peut décider de passer à autre chose. Et la tentation est forte. J'ai été un peu atterré en lisant l'un des derniers numéros d'une revue que j'aime bien qui s'appelle La Croix l'Hebdo. Il y a un reportage auprès de jeunes de 20-25 ans et ce reportage est appuyé par des sondages qui ont été faits par certains laboratoires d'idées, je préfère dire ça plutôt que think tank, comme Fondapol. Il montre quoi? Je vous donne trois intertitres de cet article dans la parole des jeunes interviewés. La France aurait bien besoin d'un Poutine. Trump est fou, mais au moins lui, il agit. La démocratie, ça ne marche pas. On devrait essayer un bon chef militaire à la tête du pays. Voilà le choix devant lequel nous sommes. Nous assistons à une sorte de dérive vers la recherche d'un régime autoritaire qui serait capable d'affronter les problèmes que la démocratie représentative n'arrive pas à affronter. Inutile de vous dire que ma profonde conviction, c'est qu'il ne faut pas laisser cette dérive se poursuivre parce qu'on sait comment ça commence. Vous évoquez 1930. Un jour, un étudiant m'a dit « Mais comment pouvez-vous expliquer que le Conseil constitutionnel puisse passer outre la volonté du peuple ?» J'y reviendrai quand on parlera de l'état de droit ou de l'état du droit. Je lui ai simplement répondu « Les peuples peuvent se tromper, monsieur. » C'est le peuple allemand qui a porté Hitler au pouvoir en 1932-33, au terme d'élections libres. Quand il a eu le pouvoir, il ne l'a jamais lâché. Et on sait où ça a conduit. Donc je ne veux pas faire de parallèle historique, on n'est pas en 1930, d'accord, tout ce qu'on voudra. Je rappelle quand même que 29, la grande crise, le grand crash mondial, on réplique comment? Par le protectionnisme. On met des droits de partout, des droits de douane partout. Le chômage explose, et ce n'est pas sans conséquence sur ce qui s'est passé ensuite en Allemagne et sur ce qui nous a conduit à 1939. Donc voilà, je ne veux pas sonner le tocsin, mais il faut faire attention.
Il faut faire attention à ne pas laisser se perdre les valeurs fondamentales de notre République et de notre démocratie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si je savais, voilà, j'irais m'installer à l'Élysée et tout changerait. Je précise tout de suite que je n'ai aucune intention d'être à nouveau candidat à quoi que ce soit. J'ai fait bon temps. Il y a un temps pour l'action dans la vie, il y a un temps pour la sagesse. Désormais, je suis sage. Très bien. C'est incompatible, l'action et la sagesse. Désormais. Et pas forcément. Quand j'ai été nommé au Conseil constitutionnel, mon directeur de cabinet à Bordeaux m'a dit « enfin sage ». Je n'ai pas su trop comment prendre ça, si c'était un compliment ou une critique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trace 3 pistes dans mon livre, qui sont peut-être modestes, qui vous apparaîtront peut-être insuffisantes, mais enfin voilà, s'il y a d'autres idées, je suis prêt à les prendre pour revivifier cette démocratie représentative dont Winston Churchill a dit c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Première piste, redonner le plus possible la parole aux Français, puisqu'ils ont envie de s'exprimer et envie de participer aux décisions. Alors, c'est facile au niveau d'une mairie, on sait faire, c'est plus difficile au niveau d'un État. Il y a des outils. L'actuel président de la République a essayé avec les conventions citoyennes auxquelles on demande de réfléchir sur le climat, sur la fin de vie, etc. Moi qui me réfère à la famille gaulliste, je pense évidemment au référendum. Ça va de soi. Qui peut être une technique pour associer évidemment le citoyen à la prise de décision. À condition de monter des systèmes qui peuvent fonctionner. En 2008, à l'occasion d'une grande réforme constitutionnelle sur laquelle je reviendrai, Nicolas Sarkozy avait introduit dans la Constitution le référendum d'initiative partagée, qui permettait aux citoyens de déclencher un référendum pour se prononcer sur telle ou telle question, sur tel ou tel dossier. L'affaire a été conçue à l'époque pour ne pas marcher. Et l'objectif a été atteint. Il faut d'abord un 5e des députés ou sénateurs qui signent la proposition de loi constitutionnelle. Ensuite, il faut qu'aucune disposition de la loi ne soit contraire à la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. En 3e lieu, que cette proposition de loi constitutionnelle n'abroge pas une loi votée par le Parlement depuis moins d'1 an. En 4e lieu, qu'elle recueille 10% des électeurs inscrits. Ça fait 4 800 000. Et après, il s'écoule un délai de 9 mois et il suffit que l'Assemblée nationale ou le Sénat inscrivent à l'ordre du jour la proposition de loi pour qu'il n'y ait pas de référendum. Et ça a marché. Il y a eu 5 propositions de référendum d'initiative partagée dans les 4 ou 5 années qui viennent. Aucune n'a abouti. Il n'y en a qu'une non, aucune n'a eu les signatures nécessaires et les autres sont tombées sous le coup des différentes conditions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc si on veut régénérer le référendum, il faut faire en sorte de le concevoir pour qu'il marche. Donc peut-être avoir moins de signatures exigées, etc. La 2e piste, j'y viens et j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, j'observe que c'est à nouveau à la mode. C'est peut-être un marronnier de la vie politique, j'en sais rien. Puisque les seuls élus qui trouvent encore grâce aux yeux des électeurs, ce sont les maires, les élus locaux. Pour 2 raisons. Parce qu'ils sont proches et parce qu'ils font. Eh bien, essayons d'aller un coup plus loin dans la décentralisation pour essayer de redonner davantage de moyens, de compétences aux échelons locaux, que ce soit la commune, les intercommunalités ou les autres. Et en même temps, déconcentrons, puisque c'est le terme juridique, l'État central, de façon que les services de l'État dans le département soient réellement placés sous l'autorité du préfet et qu'ils soient les interlocuteurs compétents vis-à-vis des élus locaux, qui ne soient pas obligés de remonter à Paris chaque fois qu'une décision doit être prise. Voilà, cette idée, elle est sur la table en ce moment. Je crois même que M. Lecornu a annoncé qu'il allait avoir une nouvelle phase de décentralisation et de déconcentration. Il y a des rapports qui ont été faits. Éric Woerth, par exemple, a déposé l'année dernière un rapport très intéressant là-dessus. Donc il faut y aller. Je pense que ce sera un des éléments de solution si on veut clarifier les compétences et les moyens. Et puis enfin, le 3e piste que je trace, qui est peut-être plus technocratique, j'en sais rien, ou plus intellectuelle, avant de faire une loi en France, essayons d'apprécier les résultats de la loi précédente. Ça s'appelle l'évaluation. Avant de saisir le Parlement qui légifère à tort et à travers,
Et c'est pour ça que les juges, après, ont du pouvoir, parce qu'ils appliquent de plus en plus de lois, évidemment. Montesquieu avait écrit « Quand il est nécessaire de ne pas faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire ». Je voulais inscrire ça au fronton de l'Assemblée nationale, je n'ai pas été entendu. Donc, avant de faire une loi nouvelle, évaluons les résultats de ce qui existe pour savoir si c'est vraiment nécessaire et associons le citoyen à cette évaluation pour qu'il puisse se faire une idée de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Voilà 3 pistes que je lance, que j'ouvre pour essayer de redonner à la démocratie représentative un peu plus de peps. Alors, 3 pistes, effectivement, pour essayer de pallier la crise démocratique. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que cette crise démocratique se transforme en crise institutionnelle? On a le sentiment que la constitution de la Ve République, qui a longtemps semblé très adaptable, semble aujourd'hui également remise en cause et un peu en panne. Il y a un éminent juriste qui a dit « Il ne faut toucher à la Constitution que d'une main tremblante ». Ça, c'est la manie des Français, ça. Chaque fois que ça ne va pas, on refait une Constitution. Je ne sais plus combien il y en a eu depuis 1792, je crois qu'il y en a eu 14, me semble-t-il. Voilà. Celle que nous avons aujourd'hui est celle qui a le plus duré. Elle a franchi le cap de la Constitution de la Troisième République et donc elle a duré. Et j'ai le souvenir de la célébration du 50e anniversaire, non c'était 50e, 1958, non du 55e, je ne sais plus, enfin vous calculerez, il y a 2 ans de la Constitution de 58, où tout le monde célébrait ses qualités. On disait, elle est formidable, elle est souple, elle est adaptée, etc. Elle a duré. Aujourd'hui, on va en changer. Pour faire quoi? C'est quoi la Constitution de la Sixième République? Je pose la question. J'entends pas grand-chose. Est-ce qu'on va remettre en cause l'élection du président de la République au suffrage universel direct? Bon, voilà. Je ne suis pas sûr que les Français y soient prêts. Ils considèrent au contraire que c'est le moment où ils peuvent choisir l'orientation du pays. Bon, est-ce qu'on va supprimer le poste de Premier ministre pour faire un régime présidentiel? On a besoin d'un fusible parfois. Moi, je l'ai été, donc je sais que ça peut servir. Voilà. Bon. Et puis, alors, l'idée, c'est d'avoir un système moins centralisé, on dit moins vertical maintenant. Moins vertical. Il ne faut pas la verticalité du pouvoir, il faut l'horizontalité. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était mieux droit dans ses bottes qu'allongé par terre, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Bon, pourquoi pas? C'est une question, là aussi, de personne. C'est un peu fonction de la personnalité du président et du Premier ministre. Et puis alors, il y a le remède sur lequel tout le monde est d'accord, ou presque, c'est la proportionnelle. Et là, je vais m'arrêter parce que j'ai dit que tout le monde était d'accord, ou presque. Sauf vous. Moi, je suis dans le presque. Je ne dirai pas pourquoi, parce que devoir de réserve. Enfin, si, je le dis quand même, tant pis. Je pose la question. Est-ce que vous pensez vraiment que la proportionnelle est un système démocratique? Ça consiste à quoi, la proportionnelle? À faire des listes dressées par les partis politiques. Si vous êtes en tête de liste, vous êtes sûr d'être élu. Si vous êtes en bas, vous êtes sûr de ne pas être élu. Bon. Donc, vous essayez de vous mettre bien avec votre parti, plutôt qu'avec vos électeurs, d'abord. Ensuite, on dit que la proportionnelle permet des coalitions. Comme elle ne dégage pas de majorité, souvent, encore que, j'y reviendrai. Et donc, il faut des coalitions. Mais des coalitions le lendemain de l'élection. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Le SPD et la CDU se tapent sur la gueule pendant toute la campagne électorale. Et après, ils mettent 6 mois à se mettre d'accord, après que l'électeur se soit prononcé. Je ne trouve pas que ce soit d'une transparence démocratique extraordinaire. Bon. Voilà, donc je ne vais pas multiplier les questions. Et puis surtout, moi je pose la question, un mode de scrutin, il est fait pour quoi? Est-ce qu'il est fait pour photographier tout le kaléidoscope du paysage politique, ou est-ce qu'il est fait pour dégager une majorité de gouvernement? On ne peut pas dire que la Grande-Bretagne n'est pas un pays démocratique. Certains considèrent même que c'est la mère des démocraties. Elle a trouvé d'ailleurs une astuce formidable, c'est qu'elle n'a pas de constitution. Voilà. Donc il n'y a pas de conseil constitutionnel puisqu'il n'y a pas de constitution. Mais elle a un mode de scrutin extrêmement brutal. Majoritaire à un tour. C'est-à-dire qu'on peut être élu en Angleterre avec 35% des voix, si on est le premier.
au premier tour. Et c'est une démocratie. Voilà, je vous invite à réfléchir à la proportionnelle. C'est à vous de choisir, c'est vous qui déciderez à la prochaine élection présidentielle. Sans vous entraîner sur le terrain du mode de scrutin, cela dit, avec notre formidable mode de scrutin majoritaire à 2 tours, aujourd'hui on se retrouve avec une assemblée tout aussi éclatée, sans majorité présidentielle ni majorité parlementaire. C'est vrai. Et en sens inverse, la proportionnelle permet parfois de dégager des majorités. Exemple 86. En 86, Mitterrand bidouille le mode de scrutin, fait changer le mode de scrutin quelques mois avant, parce qu'il se dit on va prendre une raclée, et donc proportionnelle intégrale, et c'est l'opposition qui gagne. Et Chirac devient Premier ministre. Donc vous voyez que tripoter le mode de scrutin en se disant que, en général, ça ne marche pas. Donc je serai assez prudent là-dessus. Donc la Constitution, c'est peut-être le domaine dans lequel je suis le plus conservateur. Alors j'ai bien compris que vous aviez un devoir de réserve par rapport au sujet qu'a traité le maire de Saint-Raphaël. En tant que membre du Conseil constitutionnel, est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer peut-être sur la manière dont la justice s'est prononcée ? Non, je ne me prononcerai pas sur ce qui est devenu une polémique. Les 2 premiers hommes politiques que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac m'avait demandé d'écrire un discours sur les jeunes gaullistes. Moi, j'arrivais en politique et je ne connaissais pas les jeunes gaullistes. Donc il m'a dit, je voulais faire connaître. Je vais vous rassembler un certain nombre de responsables des gaullistes parisiens. J'y vais et je vois là un garçon, il avait 20 ans, très chevelu, déjà un peu énergique. C'était Nicolas Sarkozy. Et donc après, nous avons vécu ensemble, si je puis dire, pendant 40 ans ou presque de vie politique. On a eu des moments où on était très proches l'un de l'autre. Il y en a eu d'autres où on était en divergence. J'ai été son ministre des Affaires étrangères et je peux porter témoignage de l'énergie, de la volonté, du courage qu'il a déployé pour défendre les intérêts de la France. Voilà, je m'arrête là. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qui a été décidé. Simplement, je rebondis sur ce qu'a dit le maire tout à l'heure sur l'état de droit. Il y a eu toute une polémique l'année dernière, et là je peux m'y exprimer parce que le Conseil constitutionnel est directement en cause, sur la différence entre l'état de droit et l'état du droit. Ça va vous paraître byzantin, ça change d'une voyelle, du ou de, parce qu'un responsable politique avait dit l'état de droit n'est pas intangible. Et alors, on a été amené à préciser les choses. Ce qui n'est pas intangible, c'est l'état du droit. L'état du droit à l'instant T, aujourd'hui, c'est l'ensemble des lois et des règlements qui sont en vigueur. Et là, naturellement, le Parlement, le législateur peut le changer. Pour changer une loi, il suffit d'en voter une nouvelle. Donc c'est l'état du droit. L'état de droit, ce sont un certain nombre de principes fondamentaux qui, eux, sont sinon intangibles, de moins ne peuvent être modifiés que de manière solennelle par le constituant. Et donc, ce n'est pas la même chose. Quels sont ces principes intangibles ? J'en vois 2, la séparation des pouvoirs et la hiérarchie des normes. Séparation des pouvoirs. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais pendant des siècles, en France, c'était le même homme qui faisait la loi, qui dirigeait le gouvernement et qui rendait la justice. Ça s'appelait le monarque absolu. Nous avons fait une révolution en 1789 pour mettre un terme à ce système. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit une société qui ne garantit pas les droits des citoyens et qui ne détermine pas la séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. La séparation des pouvoirs, elle répond, alors je vais citer Montesquieu, vous avez noté, je crois que je le cite souvent, oui. Montesquieu c'est 1730 ou 40, mais c'est d'une étonnante actualité. Montesquieu dit « Quiconque a du pouvoir est porté à abuser du pouvoir ». Je mets un nom derrière, Donald Trump. Donald Trump, c'est extraordinaire. Quand les statistiques du chômage sont mauvaises, il révoque le patron de l'Institut des statistiques. Voilà.
Donc ça, c'est ce que nous avons essayé de faire, c'est-à-dire que l'autorité qui fait la loi n'est pas celle qui dirige l'action du gouvernement et n'est pas celle qui rend la justice. Voilà. C'est ça la séparation des pouvoirs et c'est la garantie de le droit et de fondamental. Et ça ne se change pas comme ça. Ça ne se change pas par une loi simple qui peut être votée par un Parlement qui résulte d'un emballement politique. Ça se change en changeant la Constitution. Et on peut changer la Constitution. Et quand on change la Constitution, le Conseil constitutionnel, il s'écrase. Je vais vous en donner un exemple tout à fait récent, sans être trop long. Gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. En 1998, dans l'accord de Nouméa, il est écrit, pour faciliter l'entente entre les communautés, qu'aux élections provinciales et aux élections du Congrès ne peuvent voter que les électeurs inscrits en 1998 ou ceux qui, à partir de 1998, peuvent justifier de 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Ça gèle le corps électoral. Si vous êtes arrivé en Calédonie en 2000, ben vous ne pouvez pas voter aux élections provinciales. C'était l'accord de Nouméa. Nous sommes saisis, le Conseil est saisi en 1999 de cette disposition qui porte une atteinte flagrante à un principe fondamental qui est l'égalité devant le suffrage. Bon, c'est un principe fondamental. Et le Conseil constitutionnel essaye, de trouver une solution en disant on va dire que c'est glissant, c'est-à-dire qu'il suffit de justifier d'une résidence de 10 ans, même si on est arrivé après 98. Ce qui était une interprétation de la loi constitutionnelle. 2007, le constituant reprend la question. Il dit non, le Conseil constitutionnel, c'est fichu dedans. Il faut 10 ans à partir de 98. Nous sommes saisis il y a 3 mois à nouveau de la question par un citoyen de Nouvelle-Calédonie. Je peux en parler puisque notre décision a été rendue la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est incliné. On a dit c'est le constituant qui a le der des beaux, naturellement. Et si le constituant dit c'est à partir de 98, c'est à partir de 98, dès lors que la loi est claire. Tout ça pour vous dire que le Conseil constitutionnel a du pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir à l'égal du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Nous avons du pouvoir parce que nos décisions sont sans appel et s'imposent à toutes les autorités de la République, mais nous ne sommes pas un pouvoir parce que d'abord, nous ne pouvons pas nous saisir nous-mêmes. On ne peut pas aller picorer dans l'état du droit pour dire ça, c'est pas constitutionnel. Il faut que nous soyons saisis soit par 60 députés et 60 sénateurs, soit par un citoyen avec un cheminement assez long et un filtre opéré par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Donc on ne s'auto-saisit pas. Deuxièmement, nous écrivons souvent dans nos décisions que nous n'avons pas le même pouvoir d'appréciation et de décision que le Parlement, en particulier sur les questions de société, sur lesquelles nous n'exerçons qu'un contrôle très distant et très restreint. Exemple, l'IVG ou peut-être demain la fin de vie. Et puis enfin, selon l'expression d'un de nos anciens, nous avons la gomme et pas le crayon. C'est-à-dire qu'on peut effacer une disposition, mais on ne peut pas la réécrire. Et c'est pour ça que dans nos décisions, on laisse souvent 6 mois au législateur pour qu'il refasse la loi et la mette en conformité avec la Constitution. Et puis enfin, je viens d'en parler à propos de la Nouvelle-Calédonie, c'est le constituant qui a toujours le dernier mot. Voilà pourquoi nous ne sommes pas un pouvoir et voilà pourquoi nous sommes quand même le garant des libertés et des droits fondamentaux. Je dis souvent à mes jeunes auditoires, vous vous rendez compte de la chance que vous avez de vivre dans un pays de liberté ? Vous en êtes bien conscient, hein? On n'est pas en Russie où les journalistes sont mis en prison, affamés et tués en prison. Bon, et ainsi de suite. Et je pourrais citer de multiples exemples. Voilà. Et donc la liberté, c'est précieux. Le problème, c'est qu'il y a souvent, bien sûr, un conflit entre liberté et sécurité. Et ça, trouver le bon point d'équilibre, c'est difficile. C'est difficile. Pardon, je suis trop long, je le sais, mais je vais reprendre l'exemple de ce qui s'est passé pendant l'épidémie de Covid. Pendant l'épidémie de la Covid, on porte atteinte à 2 de vos libertés. Vous êtes confiné, donc vous n'avez plus la liberté d'aller et venir, qui est une des libertés fondamentales de la République. En Chine, il faut un passeport pour se déplacer à l'intérieur de la Chine. Nous avons la liberté d'aller et venir. Et deuxièmement, quand on impose à des commerces de fermer, on porte atteinte à la liberté d'entreprendre, par définition. Mais de notre côté, la Constitution prévoit aussi l'obligation de protéger la santé et l'ordre public.
Et donc, où est le curseur entre la protection de la santé et le respect des libertés individuelles? C'est ce que nous avons essayé de juger en disant c'est acceptable si il y a un contrôle du Parlement, si c'est pour une durée limitée, si c'est fait exclusivement pour atteindre l'objectif de protection de la santé et pas pour autre chose. Vous voyez le travail que nous sommes amenés à faire qui est difficile. On va s'ouvrir à nouveau peut-être sur le monde. On a une dizaine de minutes ensemble encore et puis ensuite on passera la parole à la salle. La liberté, c'est une valeur intrinsèque du monde occidental. On va reparler de l'Occident si vous voulez bien. Ces valeurs-là de liberté qui sont portées par la France et plus généralement par l'Occident semblent un peu en perte de vitesse dans le monde. Il y a d'autres valeurs ou des contre-valeurs qui s'opposent aujourd'hui à nos valeurs. On est contesté notamment par ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Qu'est-ce qu'on a raté, à vos yeux, nous, le monde occidental, pour être ainsi bousculé dans notre socle de conviction très profonde? On n'a pas compris qu'on n'était plus le centre du monde. Nous, occidentaux et en tout cas européens. Pendant des siècles, nous avons pensé, avec quelques raisons, que nous étions le centre du monde. Alors, il y avait la Chine, mais bon, on ne la connaissait pas trop. Et pour le reste, effectivement, on disait que le soleil ne se couchait pas sur l'empire de Charles Quint au XVIe siècle, ni sur sur l'empire de Victoria au XIXe siècle. Au XVIIe, Louis XIV, voilà, la France avait une position dominante et nous avons tous construit des empires coloniaux. Nous avons pensé que nous étions les maîtres du monde et que nous apportions la civilisation au monde. Patatras, c'est fini. Non seulement nous ne sommes plus le centre du monde, mais nous sommes attaqués de toutes parts. Nous, Européens. D'un côté, Poutine, qui a un objectif très clair, c'est disloquer l'Union européenne, et il emploie tous les moyens, la guerre en Ukraine, les cyberattaques, la propagande anti-française en Afrique, et ainsi de suite. De l'autre côté, Trump, qui n'est plus un allié fiable. Non. J'ai fait une interview dans Var Matin où je me suis peut-être un peu lâché, je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que le journal titre en disant que je dis que Trump raconte n'importe quoi. Là, je suis persuadé que les ambassadeurs qui sont présents ont frémi à cette lecture en disant que ce n'est pas diplomatique. Mais enfin quand même, pour Trump, il n'y a pas de dérèglement climatique. Ça n'existe pas, c'est une foutaise, une arnaque. Je pourrais multiplier les choses. Il incite maintenant l'Ukraine non seulement à reconquérir la totalité de son territoire, mais même d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? Envahir la Russie? Bon, on pourrait multiplier les exemples de déclarations de ce personnage qui est assez stupéfiant. Et il a laissé planer un doute sur le respect de ce qu'on appelle l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire cet article qui oblige tous les membres de l'Alliance Atlantique à se porter au secours de l'un d'entre eux s'il était attaqué. C'est la solidarité de l'Alliance. Et Trump dit, ça, il faut voir. À partir du moment où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'alliance. Donc, à droite, si je puis dire, Poutine, à gauche, Trump, c'est géographique, et au sud, vous l'avez dit, le sud global, qui est un agrégat hétéroclite de différents pays qui n'ont pas grand-chose en commun, sauf la détestation de nos valeurs. Et moi, j'ai été un peu effrayé quand j'ai vu sur la tribune à Pékin 3 grands démocrates. Le président chinois, le président russe et le président nord-coréen. C'était vraiment... voilà. Quand je dis que non seulement nous ne sommes plus le centre du monde, mais nous sommes encerclés par des puissances qui ne nous veulent pas du bien, j'essaie de décrire un peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est seul? On ne se couche pas. Non. On ne se couche pas. Et ce n'est pas parce que les autres ne pensent pas comme nous, et vous avez raison. Nous nous sommes rendus compte que nos valeurs n'étaient plus totalement consensuelles. Le président chinois explique que la constitution chinoise protège les droits de l'homme. Parce que pour les Chinois, les droits de l'homme, c'est la prospérité collective avant les droits individuels. C'est la conception chinoise. Et après tout, on ne va pas leur imposer notre conception, si ça convient aux Chinois. Donc, il y a des tas de pays dans le monde qui ne partagent pas nos valeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il faut cesser de penser ce que nous pensons? Et là, je dis non. Il faut que nous soyons fidèles à nos convictions fondamentales, à ce qui fonde les démocraties occidentales, je l'ai dit, l'état de droit, le respect des libertés individuelles. L'Europe, ce n'est pas simplement un marché. L'Europe, c'est une charte des droits fondamentaux qui énumère ces droits fondamentaux. Liberté,
dignité de la personne humaine, citoyenneté, justice, j'en oublie, il y en a 5 ou 6. Voilà ce à quoi nous tenons. Et donc, il faut que nous nous posions la question de savoir si nous sommes décidés ou pas à défendre ces valeurs. Le président italien, qui est un vieux sage, a dit un jour, pour s'en inquiéter, nous allons peut-être vers une vassalité heureuse. J'ai bien aimé cette formule. Ça veut dire quoi? Être vassal, ça veut dire être sous la tutelle du souverain. Hein, on est sous la tutelle des hyperpuissances. Heureuse, parce qu'après tout, ça peut être confortable. On se planque, comme ça, on n'a pas d'emmerdement. Ça va, dans le monde. Je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Et l'autre solution, c'est l'indépendance. Et c'est pour ça que je propose une déclaration d'indépendance des Européens. Qu'est-ce que vous mettez dans cette Il n'y a pas d'indépendance sans foi puissance. Qu'est-ce qu'une déclaration d'indépendance des Européens? On est tous indépendants, donc on est encore plus indépendants ensemble. Qu'est-ce que vous mettez dans cette expression? D'abord, j'ai été un peu inspiré par... J'ai essayé de m'inspirer de l'indépendance des États-Unis en 1776. Je l'ai relu. En réalité, c'est une longue diatribe contre le roi d'Angleterre, puisque les Américains ont fait leur indépendance contre la monarchie britannique, naturellement. Donc je me suis dit que c'était difficile de s'inspirer de ce texte. Non, ce que j'essaye de dire, c'est que si nous voulons être indépendants, il faut que nous en donnions les moyens. Les moyens économiques, scientifiques, technologiques. Et là, je vous renvoie à mon livre où j'évoque le rapport Draghi qui a été déposé il y a 2 ans, qui fait un diagnostic de ce qui marche, de ce qui ne marche pas en Europe. On a retenu ce qui ne marchait pas. Il énumère aussi tous les atouts de l'Europe, parce que nous en avons, je n'ai pas le temps de les vider ici. Puissance militaire, et là, il se passe peut-être quelque chose, grâce à M. Trump. On est au pied du mur, là. Oui, et les pays européens se rendent compte que, voilà, s'ils n'assurent pas eux-mêmes leur sécurité, personne ne viendra à leur secours. D'où l'effort des budgets militaires en Allemagne, en Pologne, en France, etc., avec des difficultés. Beaucoup de difficultés. Donc il y a des signes positifs, il y a des signes négatifs, je n'ai pas le temps de m'y attarder. Et puis enfin, la puissance, c'est aussi la foi, la confiance dans nos valeurs, dans ce que nous représentons, même si les autres ne les partagent pas. Et ces valeurs, c'est la liberté, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, et ainsi de suite. Voilà, je crois, ce qui est en jeu aujourd'hui dans ce combat géopolitique, avec des signes positifs, je le répète, et d'autres négatifs. Je parlais du rapport Draghi. Il a été plus ou moins bien accueilli parce qu'il trace des solutions aussi. Il fait des propositions. Investir massivement dans les technologies d'avenir, créer un grand marché unique des capitaux en Europe, etc. M. Draghi, hier ou avant-hier, a fait le bilan de son rapport. Il dit au bout d'1 an, à peu près 10% de mes préconisations ont commencé à entrer en vigueur. L'Europe attend, le monde n'attend pas. Bon. Et sur la puissance militaire, j'étais plutôt optimiste parce qu'il y a l'augmentation des budgets militaires. Il faut se poser la question de savoir où va aller l'argent. Si on met beaucoup d'argent dans le budget pour acheter des matériels américains, je ne vois pas l'intérêt. Ça crée de l'emploi aux États-Unis. Et puis en plus, les matériels américains, ils sont sous condition. Bon. Et nous avons une industrie d'armement, on peut s'en réjouir ou pas, qui est capable de faire ça. Nous sommes le 2e pays exportateur au monde d'armement, derrière les États-Unis, mais bien devant la Russie. Donc nous pouvons le faire, sauf que c'est compliqué. J'étais navré hier en lisant un article sur le SCAF. Le SCAF, c'est le système de combat aérien du futur. Pour être simple, c'est le successeur du Rafale. Bon. Le Rafale, un avion extraordinaire, mais bon, il arrive en bout de course et à échéance de 20 ou 30 ans, il va falloir un nouvel avion de combat. Donc on s'est mis d'accord entre Français, Allemands et Espagnols pour dire on va le faire ensemble. Ça bloque. Ça bloque. Hier, Dassault vient de dire moi je veux être leader, je veux conduire l'opération et je n'ai pas envie de livrer mes secrets technologiques aux autres. Vous voyez que l'esprit européen, ce n'est pas encore ce à quoi je rêve dans ma déclaration d'indépendance. Je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est trop longue. Puis il faut quand même que je fasse un peu de pub pour mon livre. Absolument. Donc, si ça vous intéresse, c'est à la fin du livre. Absolument. Il est en vente au fond de la salle. La salle à laquelle je vais passer la parole. Est-ce que vous avez des questions, monsieur ?
Merci. On a un quart d'heure de questions-réponses. Il me semble que votre diagnostic est très clair et partagé par beaucoup de citoyens aujourd'hui. Et ma question par rapport à l'Europe est de savoir, est-ce que vous pensez, comme apparemment beaucoup de pays un peu nationalistes le pensent, que c'est l'Europe des nations qui est l'avenir, alors qu'on voit bien toutes les difficultés, vous avez parlé du SCAF, mais enfin, c'est un épisode parmi tant d'autres. Est-ce que, moi j'avais la naïveté de penser qu'une Europe fédérale avec des pouvoirs régaliens pouvait peut-être nous aider par rapport aux empires croissants. Donc ma question, au fond, quelle est votre vision de l'Europe dans la décennie qui vient? Et est-ce que vraiment cette idée d'avoir de l'Europe des nations où les accords se font quand tout le monde est d'accord, c'est-à-dire pas très souvent, est vraiment quelque chose qui peut nous aider, quoi? Bon, c'est une immense question que vous posez. Bon, moi, je ne veux pas entrer dans des querelles théologiques, si je puis dire, fédéralisme ou pas fédéralisme. Jacques Delors avait trouvé la solution en parlant d'une fédération d'États-nations, ce qui est un peu une contradiction dans les termes. Non, je pense que nous ne relèverons aucun des grands défis qui sont devant nous tout seuls. Je les énumère: le défi climatique, le défi démographique, nous sommes en train d'entrer à l'hiver démographique, le défi migratoire, le défi technologique. On ne va pas imposer aux GAFA américains une certaine modération des réseaux sociaux, tout seul français. On peut y arriver si l'Europe y va, et elle y va. Bon. Donc je crois profondément que nous avons besoin de plus de solidarité européenne, et en particulier dans le domaine de la défense. Ça ne veut pas dire qu'il faut effacer les nations. Et je crois qu'on peut trouver un système dans lequel, par ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire l'Europe s'occupe des questions véritablement d'intérêt commun, tout en laissant aux nations la responsabilité de ce pourquoi elles sont mieux faites. Et je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce qu'on a toujours peur de disparaître dans une Europe fédérale. Ça fait combien de temps que l'Europe existe? 50 ou 60 ans? Les Allemands sont moins Allemands? Les Italiens sont moins Italiens? Les Français sont moins Français? Je prétends que je peux être Français et Européen en même temps. Je suis profondément attaché à la France. Mon livre de mémoire s'appelle « Une histoire française », mais en même temps, je pense qu'il y a un certain nombre de choses que nous devons faire en commun. Alors, à partir de là, l'Europe ne fonctionne pas parfaitement. Vous verrez dans mon livre, j'essaie d'expliquer qu'elle n'est pas aussi bureaucratique qu'on le dit, encore que ça se discute. Voilà, qu'elle doit mieux respecter le principe de subsidiarité, que surtout, si on continue à l'élargir, ça va bloquer. Si on fait arriver l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine en Europe, 10 ou 15 pays, ça ne marchera plus. Déjà, Draghi explique que pour prendre une décision en Europe, une loi européenne, il faut 19 mois. Entre le moment où la Commission propose et au moment où ça arrive chez les États. Donc, il va falloir fluidifier tout cela. Et sans doute, c'est une des pistes qui n'est pas nouvelle, mais on le voit un peu ce qui se passe en matière de défense, ne pas y aller tous du même pas. Si certains pays veulent aller plus loin sur certaines choses, eh bien, qu'on leur permette de le faire. Le traité permet de le faire. L'idée remonte à l'an 2000, c'était le ministre allemand des Affaires étrangères à l'époque, Joschka Fischer, qui avait parlé des groupes pionniers. Chirac avait réagi. Après, Balladur a parlé des cercles concentriques. Donc tout le monde n'est pas obligé de faire en même temps la même chose. La zone euro, ce n'est pas 27 États. Il y a un certain nombre d'États qui ont décidé de faire la zone euro. Donc là, je crois qu'il y a une technique à développer de solidarité un peu variable. En matière de défense, on ne peut pas se passer des Anglais. Et on est en train de les ramener, ils reviennent, pas dans l'Union européenne, parce qu'ils ne vont pas revenir sur le Brexit, mais ils se rendent bien compte qu'il faut resserrer les liens avec l'Europe et trouver des modalités de solidarité. Voilà, je ne suis peut-être pas tout à fait clair, mais je pense qu'il ne faut pas renoncer à aller un coup plus loin dans la construction européenne, tout en essayant de trouver des mécanismes qui permettent aux États de continuer à faire ce qu'ils ont à faire chez eux. C'est compliqué. L'Europe n'est pas compétente en matière sociale. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la Covid? Au secours, l'Europe, acheter des vaccins, on en a besoin. Donc, vous voyez, mais il faut prouver le mouvement en marchant. Et c'est curieux parce que les Français sont très ambigus par rapport à l'Europe. Il y a un sondage qui m'a stupéfait. 60% des Français sont favorables à une armée européenne.
On ne la fera pas avant 20 ans, l'armée européenne. Commençons par faire une base industrielle et technologique de défense européenne. Faisons un avion ensemble, faisons un char ensemble, et on va y arriver. On va y arriver. Si, on va y arriver. L'année prochaine, le SCAF, on va décider d'un simulateur. Voilà. On a fait des choses ensemble. Il faut continuer dans ce sens. Une question de monsieur au premier rang. Je vais essayer de poser une question au sage, non pas celui du Conseil constitutionnel, mais celui qui a votre expérience. Pourquoi j'ai cette mauvaise sensation qui m'amène à dire que j'ai l'impression que les tenants du populisme, comme Trump, ou les dictatures chinoises et autres, les régimes islamistes, arrivent à galvaniser, y compris leur propre population, avec ce populisme qui les caractérise. Les Chinois ont la vocation de nourrir 1,7 milliard de personnes et construire la première armée du monde. Les Américains veulent rompre avec le multilatéralisme et devenir le centre du monde. Les Erdogan a envie de reconquérir tout le monde musulman. Pourquoi j'ai cette impression que les Français, et les Européens par extension, sont devenus en fait des gestionnaires du statu quo et du marasme ambiant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos responsables politiques n'arrivent plus à faire une proposition politique à même de réenchanter l'ensemble de la société et construire quelque chose pour un objectif positif et non pas contre toutes ces choses négatives qu'on nous ressasse avec un arrière-pensée d'abêtissement ou d'abrutissement du peuple français, par ailleurs, comme s'il fallait avoir peur de tout et de tout le monde pour pouvoir aujourd'hui se dire français. Oui, sur les performances des États qui peuvent fasciner une partie de l'opinion française, à quel prix? Vous parlez de la Chine. Mais les Chinois ne sont pas libres. Les Chinois ne sont pas libres. Non, mais je réponds à la fascination que les Français peuvent avoir pour ça, en disant qu'ils sont efficaces. C'est l'efficacité sans la liberté. Le régime russe est un régime totalement dictatorial, où tous les opposants sont mis en prison. Et quand ils sont en prison, on les empoisonne. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire passer le message aux jeunes Français qui disent dans la presse, on aurait besoin d'un Poutine. Voilà ce que c'est Poutine. Voilà ce que c'est que ces régimes. Et j'avoue que j'ai une grande interrogation sur la démocratie américaine. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe dans ce pays, qu'on présentait comme une grande démocratie et qui est en train de dériver complètement. Simplement, c'est plus compliqué que ça, parce que la démocratie américaine, elle a des racines aussi. Ce qui me frappe souvent, c'est que Martin Luther King, I Have a Dream, c'était pas il y a 2 siècles, c'était il y a 60 ans. Et donc, la tradition raciste, pas l'apartheid, mais etc., le Ku Klux Klan était encore très actif dans les années 50. Donc, c'est une démocratie un peu curieuse que la démocratie américaine, et elle a des conceptions qui ne sont pas les nôtres. Nous avons en ce moment une partie de bras de fer sur la liberté d'expression. Le vice-président des États-Unis se permet de venir à Munich dire aux Européens « Vous bafouez la liberté d'expression ». La liberté d'expression, ça ne consiste pas à laisser les réseaux sociaux diffuser des contenus terroristes, pédopornographiques ou antisémites. Ça, c'est la conception européenne. La liberté consiste à faire ce que la loi autorise. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc voilà, nous avons une divergence assez profonde en réalité sur ces principes. Alors votre question, c'était, au-delà de la fascination que ces régimes peuvent exercer sur certains et qu'il faut combattre, pourquoi est-ce que nous, on n'y arrive pas? Je vous ai parlé du déclin des partis politiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devant une situation où aucune formation, enfin aucune, peut-être l'une ou l'autre, j'en sais rien. Mais enfin, les grands partis auxquels moi j'ai été attaché dans ma vie politique, c'est-à-dire à droite, RPR, UDF, les gaullistes, les libéraux, les centristes, ce que j'avais essayé de faire avec l'UMP, vous vous souvenez, et à gauche, les socialistes, parfois alliés avec les communistes, il n'y a plus effectivement de projet fédérateur de chacun de ses côtés et plus d'incarnation avec un homme ou une femme capable de porter cela. Je n'ai pas la solution. La solution, elle est aussi chez les électrices et les électeurs. C'est à eux, peut-être, de s'engager
pour essayer de contribuer à la construction de formations politiques qui soient capables d'incarner un avenir et de porter un projet. Je ne désespère pas. Je continue à parler d'espérance. En tout cas, j'ai quelques références historiques. Un jour, je ne sais plus, dans un débat, je parlais des raisons d'espérer. Et il y avait là le grand rabbin Corsia qui était là et qui m'a dit « Il ne faut pas chercher des raisons d'espérer. Espérer est un devoir. » Je trouvais ça assez fort. Et ça m'a fait penser à des circonstances historiques. Alors je vous dis tout de suite que je ne me prends pas pour le général de Gaulle. Hein. Mais de Gaulle en 40, pourquoi il espère? Le bon sens, c'est que c'est foutu. C'est que la France est à genoux, c'est que voilà, Vichy, on a signé la reddition, etc. Et de Gaulle s'en va à Londres, il dit non, non, c'est pas fini, on va gagner. On va se battre. Et il a gagné. Churchill, il dit aux Anglais, on va se battre sur les plages, partout. Hein, et il a gagné. À une période où il y avait peu d'espoir. Donc voilà, il faut cultiver cette vertu d'espérance. Ça demande une discipline et une foi intérieure, peut-être, mais voilà, ça passe par ça. Et je vais vous dire, quand je dis ça à des jeunes publics, parce que je vais souvent dans des universités, j'étais encore la semaine dernière devant l'école de management de Lyon, il y a parfois des gamins qui viennent me voir après et qui me disent merci. Merci de nous parler d'espérance. Merci de nous dire que c'est compliqué, parce que je ne suis pas naïf, que les défis devant nous sont gigantesques, mais qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver si on se mobilise. Et il faut que les Français se mobilisent aussi. Un jour, j'ai fait une phrase qu'on aurait dû me reprocher. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Hein. C'est aussi au peuple français de s'engager. Allez voter. On ne peut pas... Là, il y a une contradiction dans les termes, en disant je ne vais pas voter parce que ça ne sert à rien. Évidemment, si je ne vais pas voter, ça ne sert à rien. Voilà. Si on veut que ça change, il faut aller voter. Voilà. Et puis choisir, et puis s'engager. Voilà, un peu ma solution. Ce n'est pas miracle, hein. Enfin, je n'en vois pas beaucoup d'autres. Merci. Peut-être une dernière question, s'il y a une dernière question de la salle. Oui. Je voulais poser une question par rapport, c'est vrai que l'Europe... Approchez votre micro. Oui, l'Europe s'est fondée sur, aussi au niveau économique sur le libéralisme. Est-ce que pour vous c'est une bonne solution quand on voit que derrière ce libéralisme, on a quand même sacrifié son industrie, une bonne partie de son industrie? On le voit maintenant dans le domaine militaire où effectivement, mis à part quelques groupes, on n'a plus d'industrie pour ses munitions, pour du matériel. Et c'est pareil pour la plupart des pays européens. On dit on va passer par les Américains, mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de produire. La Pologne, qui est, je pense, le pays qui militairement veut pousser le plus et qui veut aller vite, elle n'a pas beaucoup de choix pour avoir du matériel. Ce sont les États-Unis qui peuvent leur en fournir. Alors, on peut le regretter, mais cette doctrine libérale, et on voit les États-Unis, on peut dire ils ont une doctrine libérale, mais quand ils font du protectionnisme, ils savent aussi faire du protectionnisme pour leur industrie, pour protéger leur industrie. Est-ce que finalement, on n'a pas, pendant des décennies, peut-être été une Europe trop ouverte, oublié de protéger peut-être certains secteurs qui maintenant font défaut? Quel est le contraire du libéralisme? Si on se dit que le libéralisme, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait à la place? On revient à la planification centralisée, modèle soviétique, on a vu où ça menait. Bon, je caricature un peu. Je fais dans mon livre, c'est peut-être un peu limite compte tenu de ma position, une défense et illustration du libéralisme. Parce que d'abord, pour moi, le libéralisme, c'est une philosophie, c'est la philosophie de la liberté. Quand on croit à la liberté, voilà, on défend cette valeur suprême et elle est au cœur de ma vision du libéralisme. Deuxièmement, je crois au libéralisme économique, c'est-à-dire à l'esprit d'entreprise, à l'économie de marché, à la concurrence. Et l'une des forces de la France, c'est ses entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs. On a vu l'autre jour à la télévision ce polytechnicien, M. Mensch, qui a créé une boîte qui s'appelle Mistral,
qui aujourd'hui lève plusieurs milliards d'euros sur les marchés en faisant la concurrence à ChatGPT. Je ne sais pas si vous avez ça sur votre tablette, ça s'appelle Le Chat. Je crois qu'ils ont eu le sens de l'humour. Donc, l'alternative à ChatGPT, c'est une boîte française, Mistral, qui s'appelle Le Chat. Voilà. Donc, c'est l'esprit d'entreprise. J'ajoute tout de suite, et c'est là qu'il y a une ambiguïté, que le libéralisme, ce n'est pas la loi de la jungle. Le libéralisme, c'est le respect des lois. La liberté consiste à faire ce que la loi commande, en particulier en matière économique ou même en matière sociale. C'est le contraire du libertarisme américain. Le libertarisme américain, c'est pas d'État. Donc les citoyens individuels s'occupent de tout, de l'éducation, de la sécurité. C'est une philosophie qui a des racines aux États-Unis et qui inspire aujourd'hui l'entourage de M. Trump. Moi, je pense qu'il y a au contraire une approche du libéralisme qui s'accompagne aussi d'une vision sociale, de la solidarité. Je vous conseille de lire dans mon livre 2 citations, une de Montesquieu et une de Tocqueville, sur libéralisme et solidarité, qui montre qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors votre question est de savoir si ça n'a pas foiré en France. Je pourrais vous renvoyer une phrase de Giscard d'Estaing il y a quelques années en disant « Au-delà de 40% de prélèvements obligatoires, on n'est plus en libéralisme, on est en socialisme ». Donc je serais tenté de vous dire que ce qui a échoué, c'est peut-être pas le libéralisme en France, c'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons des réformes profondes à faire chez nous. Je ne vais pas m'engager sur la question de la dette et du déficit, parce que là, je plongerai dans l'arène politique immédiate et dans la controverse. Mais enfin, il faut qu'on remette de l'ordre, on peut y arriver. J'ai condamné le libertarisme à l'américaine, mais enfin, le libéralisme, ça donne des résultats là-bas. Hein. L'un des décrochages du rapport Draghi, c'est que l'Europe a décroché par rapport aux États-Unis. En matière de productivité, nous avons décroché. En matière de croissance, nous avons décroché. Et peut-être que nous avons à nous inspirer de certains mécanismes plus libéraux aux États-Unis que chez nous. Donc voilà, il faut, tout en restant fidèle à notre conception du libéralisme, qui n'est pas la loi de la jungle, je le répète, être bien conscient quand même que rien ne remplace véritablement l'initiative individuelle qui doit pouvoir prospérer et se développer dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention et n'oubliez pas, hein, Espérance. Je cite Peggy. J'aime bien Peggy. Il a écrit un poème qui s'appelle Le Porche de la deuxième vertu. C'est Dieu qui parle. Je ne sais pas si Dieu existe, mais enfin là, il parle. Il parle. Et Dieu dit, je regarde les humains. Alors je vais traduire Peggy en Juppé, là. Et Dieu dit, les pauvres, qu'est-ce qu'ils en prennent plein la gueule le matin, midi et soir. Alors la foi et la charité, je peux comprendre. Mais que ces malheureux humains, tellement malmenés, ils puissent continuer à suivre sur son chemin la petite fille Espérance, immortelle, ça, dit Dieu, ça me bluffe. Voilà la moralité de l'histoire.